Qu'est-ce qu'il dit Lénine? Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Que faire de la théorie? C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai dit que le philosophe était celui qui boitait toujours parce qu'il n'a jamais tout à fait réglé ses problèmes avec la collectivité qui l'entoure, dans la mesure où elle ne les a pas réglés avec elle-même. C'est pour ça que c'est des enjeux pipeaux. Quand je dis des concepts pipeaux, c'est pour ne pas poser les vrais problèmes. Il y a cette ombre-là derrière. Alors on fait croire qu'on va résoudre le problème en discutant sagement entre nous dans un café. Non, ça demande, on y revient, une révolution, mais pas au sens spectaculaire. Il ne suffit pas de monter sur les barricades, mais des changements basiques, radicaux, qui peuvent être silencieux, tranquilles, pacifiques. L'ignominie de Staline, c'est d'avoir confondu la lutte des classes et la lutte contre les individus. On peut liquider toute une classe sociale, parasitaire, il y en a, hein, et traders. On peut liquider une classe sociale sans égratigner un seul individu. Hein. Pour que l'opération 68 marche, mai 68, il fallait absolument, l'opération Kippourska, je vous le rappelle, est une contre-révolution libérale. N'oubliez jamais, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est clair chez lui. Après une succession d'avancées révolutionnaires, dont la libération était un des principaux, parce que la création de la retraite par répartition, et tout ça, comme il y a eu les congés payés en 1936, c'est ça les vraies révolutions silencieuses. Hein, je veux dire, c'est pas seulement des prises de barricades, c'est des effets qui transforment en profondeur une société, je veux dire. Ont atteint leurs limites au début des années 60, et là, le capital commence à reprendre la main. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Union soviétique va commencer à s'essouffler, soit dit en passant. Hein. Et donc, on va chercher des trucs identitaires tout de suite. C'est du poison, ça. J'ai l'air d'être sérieux, parce que oui, en Irak, ça fait des dizaines de milliers de morts à l'heure où je parle, ça, c'est histoire de chiites, sunnites, et que les uns, vous comprenez, c'est les Ariens, c'est les Iraniens et des Turcs, les autres, c'est les Arabes, il y a toujours eu un problème. On fait croire tout d'un coup, alors que ces gens-là peuvent vivre en paix pendant tout d'un coup, c'est ça le fond du problème. Ou qu'il y a une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Vous avez entendu parler, mais j'ai jamais entendu parler d'une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Autrement, les Ukrainiens de l'Est n'existent pas. Les mineurs, les mecs pas marrants, pas sexy, qui ne sont pas en train de mettre des petites bougies avec des couleurs par terre, payées par une boîte de com de la CIA, là, je veux dire, sur les frais de la CIA. C'est pas ça. Ceux de l'Est, c'est les mineurs qui ont fait vivre le pays pendant tout longtemps, et qui sont dépouillés pratiquement qui sont parmi les plus pauvres, sont plus pauvres que les Russes, c'est pas peu dire, hein. Et qu'en plus, ils vont avoir une bonne nouvelle maintenant qu'ils vont passer dans l'Europe, c'est que le FMI a déjà décidé que le prix du gaz chez eux aura une augmentation de 50% dès juillet pour les particuliers et de 45% pour les entreprises. Voilà. C'est pour ça que Poutine joue très bien. Il sait très bien que le temps travaille pour lui, il n'a aucune raison d'intervenir, ils vont se soulever tout seuls. Hein. Avec le temps. Parce que dans l'état où ils sont économiques, si en plus ils ont mis en coupe réglée par le FMI et l'Union européenne, ça va être quelque chose. Donc, 168 que ça apparaît, ces forces-là. Pour noyer le poisson, on commence par dresser les uns contre les autres. Ce qui fait... Bon, je vais faire un petit peu, peut-être, vous allez me dire, c'est un peu une caricature, mais je vous jure que ça correspond à des millions d'électeurs qui sont passés de l'extrême gauche au Front National, sur 40. Si je suis un mineur, je prends exprès mineur, tiens, vous allez voir pourquoi, du Nord-Pas-de-Calais, pas parce que c'est une imagerie de la classe ouvrière, il y en a d'autres, donc quelqu'un du Nord. Vous avez entendu parler de la silicose, cette maladie qui faisait qu'on crevait assez jeune, surtout dans les mines, parce que la silice, c'est une maladie épouvantable. Respirer les particules minérales au fond de la mine qui se mettaient dans les poumons. Il y a eu des luttes énormes pour les gaz, les masques, pardon, les protections, etc. À l'époque, c'est historique, fin 19e, début 20e, c'est vieux. Le mot écologie n'existait pas. On disait l'exploitation. On luttait contre l'exploitation. Vous me direz alors, quelle différence c'est dans le mot? Oui, la seule différence, c'est que le mot d'après 68, avant 68 par l'exploitation, donc c'est dirigé sur l'homme le problème, on protège l'homme qui est exploité par l'homme. Alors qu'à partir de ces mots-là, c'est la nature qui est en danger, quelque part. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas les mêmes solidarités. C'est un exemple typique de comment c'est instillé peu à peu la novlangue, quoi. Donc maintenant, je ne sais jamais, quand il y a un combat, si c'est pour protéger les marais, par exemple, parce que les marais, comme vous le savez mieux que moi, sont un écosystème extrêmement complexe, et que si tu touches une grenouille, en gros, c'est l'apocalypse dans l'univers, parce que tout se tient, etc. Mais ça a un nom, ça. Hein.
Sûrement, on l'appelait pas ça. Là, je dénonce l'écologisme, pas l'écologie, mais ça s'appelle la providence traditionnellement en théologie, hein. Ça veut dire que la nature a lancé tout de telle sorte que chaque espèce est indispensable et qu'il ne faut rien changer, il faut rien toucher. C'est quand même extraordinaire. Hein, dès que l'homme bouge, quoi, il gâche tout ce superbe ordre divin. C'est ça qu'a derrière un certain deep ecology, comme on dit aux États-Unis. Voilà quoi. Je ne suis pas du tout sûr que le plus grand tueur de la planète, le tueur d'hommes, je pense au moustique anophèle que j'ai bien connu dans ma vie parce que j'en ai eu des crises de palu, et qui est la plus grande cause de mortalité au monde, plus que les suicides, plus que les accidents de la route et plus que le sida, et pourtant Dieu sait si le sida en tue en Afrique. Ce fléau est inoculé par un moustique garanti bio, comme je disais tout à l'heure, hein, je veux dire, c'est pas des valeurs en soi, quoi, je veux dire, ça dépend. Voilà, moi je suis plus écologiste qu'aucun, mais à titre égoïste, pour nous, pour notre plaisir, pas pour je ne sais quel ordre naturel qui n'existe que dans la tête de ceux qui sont privilégiés. La Terre n'est pas plus déséquilibrée quand elle était couverte de volcans et que personne ne pouvait respirer, même pas un ver de terre, ça existait cette époque-là, que maintenant. Ça ne veut rien dire son équilibre, elle est morale. Comment voulez-vous que la nature soit morale? N'importe quoi. Bref, ça ne veut rien dire équilibre, sauf à équilibre mesuré sur un plateau de la balance Robert-Val. Donc c'est par rapport à une mesure qui vient de nous qu'il y a équilibre ou pas, quoi. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument s'occuper de tout ce qui est nuisible pour nous, pour la vie, pour tout ça. Ouais, c'est déjà plus relatif, ce qui est tout à fait différent. Et non pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est indispensable au vivant. Je rappelle que quand même le vivant est marginal dans l'univers, hein. Cherchez-moi une planète où il y a des gens, où il y a des êtres vivants, on serait bien content. Il y en a certainement en probabilité, en théorie des grands nombres, mais enfin, c'est pas la règle apparemment, quoi. La plupart de ce qu'on voit comme nébuleuse et tout, c'est quand même de la matière inerte et la vie. Enfin, parce que de plus en plus, et dans le discours biologique, le vivant et la nature sont liés. Nature égale vert égale bio. Mais non, le biologique, c'est exceptionnel dans l'ordre naturel. Je rappelle, c'est d'abord du physico-chimique, la nature. Et surtout, la nature est la première usine nucléaire du monde. Je m'ai oublié. Le Soleil, c'est une gigantesque usine nucléaire qui n'arrête pas, comme chaque étoile, de fondre le tritium lourd, je ne sais pas quoi, c'est pas ma spécialité. Donc, je rappelle ça. Or, c'est en 68, au moment où nous étions arrêtés, que se font tous ces renversements. L'homme contre la femme, le jeune contre le vieux, le quadra qui prend les postes pour le jeune. Hein, parce qu'en en période de pénurie, tout le monde se dispute contre tout le monde. Forcément, on met les gens en concurrence les uns avec les autres. Ça me fait penser à ces mares en Afrique, quand approche les saisons sèches, où il reste 10 crocos sur une mare grande comme la pièce là. Évidemment, ça fait de la baston dans la mare. Et donc c'est voulu ça, hein. Et surtout, on commence à s'acharner sur tout ce qui sont les cibles de l'OTAN. Moi, c'est ça qui me frappe. Un consensus commence à se dégager. Je veux dire par là que on n'a pas eu l'idée tout d'un coup de diminuer la production parce qu'il y avait des nuisances et des pollutions. C'est l'inverse. C'est parce que la production avait commencé à baisser que le discours écologique est intervenu au bon moment pour le justifier. On ne vous embauche plus, les mecs. On est en surproduction, ça ne nous intéresse pas d'embaucher. Donc ça m'arrange qu'il y ait un discours antiproductiviste. Et là, je vous révèle un des grands secrets d'aujourd'hui, parce que la plupart des écolos se battent contre le productivisme. Hein. C'est cohérent. Et voilà, je dis, mais le premier antiproductiviste, c'est le capital d'aujourd'hui, hein, pas celui qui a fait les chemins de fer, mais le capital financier. Il fait la grève, la seule grève que je condamne, et depuis toujours et violemment, c'est la grève de l'investissement. Ça fait 30 ans que le capital n'investit pas. Ça, c'est les grands secrets. Ça se dit jamais, enfin, les grands secrets. Je ne suis pas à la théorie du complot, c'est mesurable, c'est valable dans toutes les. Il y a des tas de dossiers là-dessus. Mais il n'y a plus d'investissement. Et effectivement, parce que investir, ce serait quoi? Refaire des usines, embaucher des mecs qui vont nous faire de la CGT et des communistes, où ce cauchemar va revenir, alors qu'on a foutu les usines en Tchéquie, en Chine, c'est bon, on est tranquille maintenant. Maintenant, on n'a que nous, on a les espaces verts, je caricature un peu, hein, et la production sera ailleurs, et ici, on n'aura que la consommation. C'est ça le but du jeu. Il ne faut pas être complice de ça. C'est monstrueux quelque part. D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord, les mecs de l'autre côté. Hein. Parce que les Chinois aussi, il y a eu 40% d'augmentation en Roumanie, là, l'usine qui fait Dacia, là, les Renault, là, ils ont eu 40% d'une seule grève, donc ça ne marche pas toujours leur truc. Hein. Et donc après, il faut chercher encore le pays de moins en moins cher. Maintenant, il paraît que c'est le Vietnam qui est le plus grand producteur de CD vierges de toute la planète, qui sous-traite pour des usines chinoises ou japonaises. C'est le Vietnam. Voilà. Donc, je veux dire, mettre en concurrence, moi qui ai passé ma vie dans ce qu'on appelait le tiers-monde à une époque, comme s'il y en avait deux avant et qu'il y en avait un troisième,
quelque part, c'est effrayant, quelque part, un système qui dit tant que vous ne serez pas payés comme des Bengalis, ben, c'est que vous coûtez trop cher et que vous êtes de sales consommateurs parasites et cyniques, qui ne souciez pas du lendemain de vos enfants et de la planète. Bon, je veux bien, hein. C'est quand même terrible, comme culpabilisation, quoi. Tout ça parce que quoi? Parce que je consomme. Moi, je ferai la réponse que j'ai faite à Friot. Je vais soulever la question à la librairie Tropique, je dirais. Parce que, première réponse à éviter, que faire? Sous-entendu, on a assez bavardé, on a assez fait de la théorie, maintenant il faut mettre la main à la pâte, il faut agir, les prises de tête c'est terminé, bref, la vieille opposition de théorie pratique. Or, troisième fois que l'on rappelle la citation à Soré, qu'est-ce qu'il dit Lénine? Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Que faire de la théorie? C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Au sens, bien sûr, réfléchir, enfin la théorie, c'est pas aller en bibliothèque seulement, c'est pas faire l'histoire des penseurs. C'est partir de TF1, de Canal+, peu importe. Et de réfléchir, c'est là que moi le sens strict de réfléchir. De dire, attends, qu'est-ce qu'on est en train de... C'est pas cohérent ça. Parce que ce mot-là, Nature disait ça tout à l'heure, maintenant il dit le contraire. C'est ça le travail théorique. Il n'a pas changé depuis Socrate, hein, depuis la naissance. C'est chercher ce que parler veut dire. C'est important. Parce que c'est là qu'il y a les enjeux sociaux. Selon que je traite un rebelle syrien de résistant ou de rebelle, ça change déjà complètement son profil. Euh, tu peux tuer ou au contraire sauver en changeant un vocabulaire, en transformant un vocabulaire. Jamais les mots n'ont été aussi pipés que maintenant. Et c'est sur ce terreau, ce flou, que fleurit l'extrême droite, sur cette confusion. C'est parce que quelque part, j'en veux beaucoup de doctrines irrationalistes, je reviens à Deleuze, Foucault, etc. Non pas parce que je suis un amoureux du concept et de la clarté, moi je suis plutôt plus nocturne. Mais, je veux dire, il faut les deux, il faut être dialectique. Mais par contre, on a tellement privilégié l'anti-raison, l'anti-rationalisme, parce qu'il est bien évident que la raison c'est le goulag, enfin tout ce schéma qui commence à prendre un peu du plomb dans l'aile avec la crise économique et la crise sociale et ce qu'elle révèle surtout. Je réponds sur ça d'abord, c'est que faire de la théorie, mais pas de la théorie au sens élitiste, hein, pas encore une fois des prises de tête qui rebuteraient le Caïra qui dit la Courneuve, là, ou ailleurs, mais simplement, au contraire, ce qui est à la portée de tout un chacun, hein, c'est de s'efforcer d'avoir une distance théorique vis-à-vis de la parole publique. Qu'elle soit médiatisée, presse écrite, presse parlée, télévisée, Internet bien sûr. Et c'est ce qui me semble le plus important. Pourquoi les mêmes... pourquoi l'État-nation est une prison insupportable quand c'est la Yougoslavie, d'accord, et que quand c'est l'Ukraine, c'est scandaleux qu'on fasse sécession à Donetsk, c'est curieux. Les valeurs s'inversent. C'est là-dessus que fleurit le pire. C'est quand tous les mots peuvent échanger et que là ça donne ce qu'on appelle le rouge-brun. Il y a un point, le point M entre A et B, qui est le point M. Donc il participe à la fois de AM et de MB. Tu ne sais jamais très bien où tu es. Alors, ben, des fois, on a l'impression que plus marxiste que Marine, tu meurs. Hein. Mais quelque part, la perversion est dans les mots. Or ça, c'est quelque part libérateur. Pour ça, je me permets de conclure là-dessus. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. N'a besoin ni de moyens, ni de capital, ni d'un puissant organe de presse. Même si tout ça ne gâte rien à l'affaire quand on l'a pour la bonne cause. Mais ça, c'est la résistance. Et je terminerai là-dessus, je conclurai sur la figure même de Socrate. On voit le petit vieux à barbe, etc. Socrate est quelqu'un qui surgit quand la cité s'effondre, historiquement. Il va passer à l'Empire. Hein. C'est Alexandre, puis César, Philippe, puis le fiston, là, Alexandre, puis l'Empire romain, n'en parlant pas, qui vont mettre au moins terminer la cité. Ce modèle unique de représentativité. Bon, qu'est-ce qu'il fait Socrate? Il descend dans la rue et il interroge les gens, ce qui est agaçant. Tu me demandes à moi, je connais que ça, et maintenant je bafouille, ça va pas. Il demande à un général ce que c'est le courage, il bafouille. Il demande à un artiste ce que c'est que la beauté, l'autre bafouille. La beauté, c'est la statue que j'ai faite là. Oui, pour que le crépuscule, il est pas beau là, si, ça n'a rien à voir avec sa statue, oui, c'est vrai, bon, pas. Donc voilà, ça énerve à la fin. Et surtout, on l'accuse de corrompre la jeunesse. Et de faire en sorte que, ça revient même, on ne croit plus au Dieu de la cité. C'est ça au départ, les termes du procès, j'invente rien. Donc il y a un malentendu énorme. Socrate, c'est celui qui dit à la cité, on peut encore se sauver. C'est le veilleur de nuit, si tu veux. Donc la chouette de Minerve, hein, prend son vol au crépuscule, phrase célèbre. Bon, c'est le veilleur de nuit.
C'est comme si un mec venait te dire « Eh mon vieux, il faut se réveiller, la maison prend feu », et tu le flingues parce qu'il te tire d'un sommeil délicieux. C'est ça qui s'est passé le meurtre de Socrate. Bien, voilà, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais et c'est ça au départ. Donc, il faut recommencer par Socrate, remettre la politique dans l'interpellation immédiate. Voilà. Et l'écriture, quelque part, par exemple, comme tu le sais, si j'étais spécialiste, ce serait plutôt de Hegel à la limite que de Rousseau, mais j'aime pas le mot spécialiste. Ben, les études hegéliennes ne se sont jamais si bien portées. C'est pas notre sujet, donc je ne développe pas. Il y a des bouquins, des traductions comme il n'y en a jamais eu. Mais c'est amorti et confiné dans des petites chapelles universitaires. Ah, tu fais ta thèse sur Hegel, donc tu vas aller à machin parce que lui il connaît. Ça ne trouble personne. On est loin de Socrate qui n'écrivait aucune ligne et qui interpellait dans la rue. Dis-moi, toi qui sais si bien illustrer à la bataille de Marathon, c'est quoi le courage? Plutôt qu'appelles-tu? Voilà. J'en termine là.